tenue. Je vous avoue que j'ai rempli un premier carton et puis j'ai tenté de faire un deuxième carton pour vous dire que ces plaintes sont nombreuses par rapport au fonctionnement de l'administration. Ces plaintes sont nombreuses, elles sont aussi diverses. Donc je suis chargé de vous entretenir sur ces différentes plaintes que nous recevons, mais je vais éviter autant que faire se pourra de vous préciser des noms ou de vous préciser ou d'indexer des affaires précises. Pour ce que vous imaginez, bien sûr. J'ai essayé de catégoriser un peu ces différentes plaintes. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire au moins peut-être 4-5 catégories, mais moi je suis parvenu à 3 catégories principales qui constituent le lot de plaintes que les usagers de l'administration portent à notre connaissance. La première catégorie, c'est les atteintes aux libertés. La deuxième catégorie, c'est, si vous voulez, la rupture d'égalité devant le service public. La troisième catégorie, c'est la réalisation des droits reconnus aux justiciables par la justice. Des droits reconnus par la justice aux justiciables, leur réalisation. Donc ces 3 catégories vont regrouper, à mon avis, toutes les plaintes que nous recevons. Je vais les détailler beaucoup plus. Je n'ai pas fait de pourcentage sur ces plaintes, mais de façon clinique, je pense que les plaintes relatives aux atteintes aux libertés sont les plus nombreuses. Quoique les plaintes relatives à la rupture d'égalité devant le service public commencent à prendre un peu le dessus ces derniers temps. Avant de détailler ces 3 catégories de plaintes, permettez-moi de faire une petite digression pour vous faire part d'un constat. Un constat que j'ai fait. Je ne suis pas sociologue, peut-être que les sociologues devront réfléchir un peu sur ces constats pour voir un peu ces changements que nous constatons qui s'opèrent au niveau de notre société. Le constat que j'ai fait, c'est cette propension des usagers, en tout cas des citoyens, à saisir de façon systématique la justice. On peut dire que cela dénote quelque part de la maturité ou bien de la connaissance de nos concitoyens des procédures judiciaires. Mais on peut également penser qu'il y a un effritement, une sorte de déliquescence de certaines de nos valeurs. Ces valeurs qui permettent de résoudre le moindre problème à travers des injections données par un ancien, un chef de quartier, un imam qui vous parle, vous laissez tomber. Mais de façon systématique, tout tombe chez nous au niveau de la justice. Ce qui explique souvent le lot de travail que nous avons parce qu'il faut rendre des décisions. On peut, parce que là, avant, on avait ces conflits qui sont facilement résolus par l'intervention d'un sage ou d'un chef de famille qui sort, qui trouve une petite bagarre ou bien des insultes. Il calme le jeu et puis c'est fini, chacun rentre chez lui. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. De façon systématique, toutes les affaires aboutissent à la justice. On peut aussi penser qu'il y a une perte de confiance progressive dans la chaîne de résolution de ces litiges. Pourquoi? Ce que nous avons constaté, c'est que lorsque vous avez quelqu'un qui s'adresse à une structure qui est chargée de régler son problème, lorsqu'il s'adresse à cette structure ou à un agent de cette structure, quand l'agent lui donne la solution, s'il estime à son niveau que ce n'est pas la solution vraiment qui s'adapte à son litige, il va au-delà. Parce qu'il y a un certain nombre de préacquis, ou en tout cas de préjugés, qui font
il se dit que non, ce n'est pas évident que ce soit la solution, la vraie solution. Il y a aussi peut-être cette explication qu'on peut donner, c'est que il y a ce sentiment que la personne qui est dans le cadre d'un conflit, qui s'adresse à une structure qui est chargée de la résolution, et que la structure donne la solution, le citoyen estime qu'il a peut-être un peu plus devant, ou en tout cas une connaissance ou des raisons à lui qui lui laissent penser qu'il peut avoir une solution contraire un peu plus devant. C'est vrai que les règles de fonctionnement ou de résolution de ce conflit prévoient, en tout cas en ce qui concerne la justice, un certain nombre de voies de recours et de niveaux. Mais de mon point de vue, lorsque vous venez devant le juge ou devant l'autorité chargée de résoudre votre conflit, avant de venir, vous-même vous savez, entre vous deux, qui de vous a raison. Vous le savez pertinemment, mais lorsqu'il y a une tension, il y a des structures qui sont appropriées pour rendre une décision, vous vous adressez à ces structures avec le sentiment au fond de vous, vous-même, que vous n'avez pas raison, mais des situations vous permettent d'espérer une position ou une résolution ou un règlement différent tel que vous le voulez. Je pense que c'est nécessaire de se pencher sur cette question, en tout cas pour les spécialistes, surtout les sociologues. Mais ce que je veux dire auparavant, c'est que qu'est-ce qu'il faut entendre dans ces conditions par dysfonctionnement? Un dysfonctionnement du service public. Est-ce que c'est un dysfonctionnement par absence de ce service public, ou bien c'est un dysfonctionnement par insuffisance de ce service public? Parce qu'il faut peut-être déterminer exactement de quel type de dysfonctionnement on peut avoir affaire. De mon point de vue, sans que cela soit exhaustif, je pense que le dysfonctionnement peut être lié à une absence ou une insuffisance d'un cadre institutionnel, un cadre légal, par rapport à une structure bien déterminée. Ce dysfonctionnement peut également être lié au comportement des acteurs. Nous allons le voir tout à l'heure, parce que quelqu'un qui s'adresse à un service, qui rencontre un agent, un secrétaire, qui lui répond mal, ou qui ne lui rend pas le service auquel il a droit, il va estimer qu'il y a un dysfonctionnement. Alors qu'il est peut-être à un niveau, peut-être le niveau le plus bas du service, il va avoir en face de lui, il aura l'impression que c'est le service qui ne lui a pas rendu le service, enfin la structure qui n'a pas rendu le service auquel il a droit. Donc il estime qu'il y a un dysfonctionnement. Donc ce dysfonctionnement peut être un dysfonctionnement dû à une insuffisance ou une absence de cadre, mais aussi à un comportement des acteurs qui sont chargés d'animer ce service public. On va le comprendre aisément quand on va aborder maintenant le premier point de ce lot de plaintes que nous recevons, que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire les atteintes aux libertés individuelles. Ces atteintes aux libertés individuelles, elles proviennent souvent des abus de pouvoir, ils proviennent souvent des brutalités gratuites, ils proviennent également des brutalités ou de certaines actions liées à l'exécution des lois et règlements. Généralement, ce que nous faisons lorsque nous estimons que ces faits qui sont portés à notre connaissance, lorsque nous estimons que ces faits sont mineurs, nous renvoyons le plaignant vers le responsable du service pour qu'il puisse prendre des dispositions par rapport à son agent. Ce n'est pas la peine que nous nous encombrons ou nous encombrons la justice d'une plainte qui peut être résolue par le chef de service lui-même. Peut-être que ce chef de service n'est pas au courant si c'est un agent à lui. Et je ne veux pas prendre
d'exemples précis, mais je peux peut-être vous donner l'exemple d'un service tenu par les forces de l'ordre. Je ne vais pas vous dire si c'est la police, la gendarmerie ou... Mais quand vous arrivez dans une structure, une structure chargée d'assurer la sécurité, ou lorsque, prenons l'exemple de quelqu'un qui subit quelques brutalités au niveau d'un contrôle de routine, il écrit, il porte plainte. Mais est-ce que pour cela, si nous estimons que cette brutalité est très minime, nous renvoyons la personne vers le chef de service pour qu'il soit au courant. Il y a des sanctions qu'il peut prendre. Ce n'est pas des sanctions en tant que telles, mais c'est des mesures qu'il peut décider de prendre. Ou bien il le déplace de là où il était pour l'amener à tel endroit, ou bien il l'appelle au cours d'un rassemblement pour lui dire que non, par rapport à ce comportement, même le seul fait de pouvoir l'individualiser dans le groupe par rapport à un comportement est suffisant pour rétablir cette injustice ou bien cet équilibre. Donc on estime, en tout cas moi j'estime de mon point de vue que ce n'est pas la peine d'engager outre mesure des actions par rapport à un comportement comme ça et qu'il faut renvoyer les faits vers le chef de service, non seulement pour lui permettre de résoudre le litige, mais également lui permettre de pouvoir comprendre le lot de réactions qui peuvent agir du fait du comportement de ses subordonnés. Si les faits, bien sûr, nous paraissent d'une extrême gravité, là, nous allons bien sûr faire recours aux dispositions des articles 108 et suivants du Code pénal qui s'adaptent à cette question. Mais à ce stade, nous essayons d'apprécier également les dispositions de l'article 42, alinéa 1, et l'article 42, alinéa 2. Cet article 42 nous dit que lorsque l'agent a agi dans le cadre de l'exécution des lois et règlements, il n'est pas responsable de ces faits. Parce que c'est la loi qui lui commande de poser cet acte. L'article 42, alinéa 2, nous dit que lorsque cet agent a agi il a agi en exécution d'un ordre de l'autorité légitime, cet agent est irresponsable pénalement. Parce que vous ne pouvez pas engager quelqu'un qui a reçu des instructions de son supérieur pour l'accomplissement d'un acte et le tenir responsable de cet acte. Sauf lorsque cet acte, ou cet ordre du moins, est manifestement illégal. C'est là justement que le ministre parlait de la notion d'acte ou bien d'ordre manifestement illégal. C'est que de mon point de vue, l'agent public doit pouvoir, dans ces conditions, non seulement connaître sa mission, ses attributions, ses compétences, mais également il doit pouvoir connaître et comprendre le lien entre les attributions de son supérieur, sans pour autant être contraint de connaître toutes les attributions de son supérieur. Il doit pouvoir connaître quels sont les liens entre son supérieur et lui dans le cadre de l'exécution de leurs missions respectives. Parce que si l'agent ne le sait pas, c'est que le supérieur peut lui donner un acte, peut l'instruire à exécuter un acte sur lequel il va se mettre à réfléchir pour savoir est-ce que cet acte c'est un acte manifestement illégal ou bien c'est un acte légal. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire que déjà l'agent puisse comprendre quelle est l'étendue de sa mission à lui. Parce que la connaissance qu'il a de l'étendue de sa mission peut lui permettre de s'opposer à l'exécution d'une mission qui sort du cadre que la loi lui a imparti. Et donc, par conséquent, pouvoir dire non à un supérieur qui vous donne des injonctions qui ne ressortent pas de ce cadre qui vous a été tracé. Le deuxième aspect, c'est la rupture d'égalité devant le service public. Le principe, c'est que l'accès au service public doit être équitable pour tous.
il faut absolument, qu'en toutes circonstances, que l'accès aux services publics soit le même pour tous. Malheureusement, il y a une rupture d'égalité qui se crée. La rupture d'égalité, elle a des raisons. Je vais vous citer quelques-unes. Peut-être que vous allez avoir d'autres, mais je vais vous citer 3 raisons principales. Le ministre vient de le dire. L'une des raisons fondamentales, c'est la corruption. C'est la corruption. La deuxième raison, c'est le trafic d'influence. Toutes ces raisons, tous ces aspects sont contenus dans les dispositions du Code pénal. Mais je vais citer une troisième raison, qui n'est inscrite nulle part, mais qui est gravée dans nos mémoires, qui est inscrite dans nos comportements, ou dans nos cultures, ou dans nos traditions, ou en tout cas dans nos comportements de tous les jours. Ce sont les pesanteurs sociales. Ça, ce n'est pas écrit quelque part dans aucun code. Mais nous sommes souvent, nous les fonctionnaires, nous sommes souvent en proie à ces pesanteurs sociales. Il faut que nous ayons la capacité, avant que je ne revienne sur les questions de corruption et de trafic d'influence, je voudrais m'appesantir un peu sur ces pesanteurs sociales. Ça peut être quelqu'un qui est ressortissant de ma région, ça peut être quelqu'un, un promotionnaire d'école, ça peut être quelqu'un qui appartient à un groupe religieux que je connais, etc., qui a tel problème. Il faudrait que nous ayons la force et la capacité de pouvoir nous élever au-dessus de cela et de pouvoir transcender ces pesanteurs sociales. Elles sont vivaces dans tous les services, beaucoup plus dans nos services qu'ailleurs, mais elles sont vivaces partout. Lorsque vous allez faire une carte d'identité et que vous n'avez pas rempli les conditions d'établir la carte d'identité, ou lorsque vous devez arriver dans un service et que vous rencontrez un agent dont la mission est d'empêcher à ceux qui n'ont pas de carte d'accéder à ce service, lorsque vous appelez la personne, ah, un tel c'est moi, quand tu es revenu du village, il te dit non, vas-y, je te connais. Non, alors que votre mission c'est de l'empêcher parce qu'il n'a pas de carte. Lorsque vous allez faire une carte d'identité, un acte de naissance, etc., et que vous voyez que c'est quelqu'un que vous connaissez, parfois ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'instruction que vous avez reçue. Ce sont ces pesanteurs sociales qui font que vous lâchez. Et vous laissez passer la personne parce que, ou bien vous lui établissez l'acte alors qu'il ne remplit pas les conditions d'établir l'acte. Parce que tout simplement, quand il va repartir dans le milieu que vous connaissez, que vous avez, si c'est le milieu du village, etc., un tel, je suis allé, il n'est vraiment pas gentil. Et ce sont ces pesanteurs sociales qui amènent souvent les gens à commettre des actes qui ne sont pas des actes qui rentrent dans le cadre de leur mission. Ensuite vient la question de corruption. Le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est cela qui est la base, en fait le nœud gordien de la société. Lorsque nous mettons en avance des intérêts personnels, lorsque nous avons cette propension ou cette facilité à nous laisser acheter, il est clair que nous allons créer, dans le cadre de la distribution de services publics, une rupture d'égalité. Parce que lorsque vous allez déjà rencontrer la personne, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous le rencontrez, quel que soit ce que vous lui donnez, dès que vous créez ces liens étroits entre vous et cette personne, par rapport à une situation pour laquelle la personne doit prendre du recul et de la hauteur, pour avoir deux antagonistes par rapport auxquels, ou deux ou plusieurs antagonistes par rapport auxquels il doit prendre une décision, vous créez de facto une rupture d'égalité devant le service public. Parce que vous n'avez plus la capacité de pouvoir prendre de la hauteur, prendre du recul.
pour décider ce que vous devez faire conformément aux lois et règlements. La corruption. Nous avons un certain nombre de situations dans lesquelles nous avons relevé ces faits. Vous l'avez dit ces derniers temps, nous avons eu à mener des actions qui sont strictement liées à ces actions parce qu'il y a des cas où les gens lient justement cette idée de rendre service, mais également de se rendre service eux-mêmes. Nous avons ensuite le trafic d'influence. Ce trafic d'influence, à travers lequel, bien sûr, nous allons évoquer encore une fois les articles 42 du Code pénal, c'est ces agissements que vous, ou bien cette pression que vous recevez par rapport à l'accomplissement d'un acte qui relève de votre mission. Mais il faut faire attention. Lorsque vous prenez une décision et que vous dites que c'est le chef de quartier qui est venu me voir, etc., est-ce qu'on peut réellement parler de trafic d'influence dans ces conditions? Moi, je ne le pense pas. Je pense que le trafic d'influence doit pouvoir s'analyser en cette possibilité que celui qui vous demande d'agir dans le cadre de votre service, cette capacité ou cette possibilité qu'il a de pouvoir agir sur votre avenir professionnel ou bien sur vos fonctions. Lorsqu'il y a ce lien entre la personne qui vous demande, prenons le cas d'un directeur qui demande à un de ses agents un service. C'est-à-dire un service pour lequel l'agent doit vérifier si ce service il rentre réellement dans le cadre de ses attributions ou pas. Est-ce que dans le cadre de mes attributions, ce que mon chef me demande, mon chef ne va pas me demander, il va pas me demander d'exécuter un acte qui rentre dans mes obligations. Il va m'instruire d'exécuter un acte. À la différence, quand il me demande, c'est qu'il sait que cet acte ne relève pas de ma compétence ou alors que je ne dois pas poser cet acte. C'est là qu'il me demande, il se plie en compte, il me sollicite. Mais lorsque vous sollicitez quelqu'un, il faudrait que vous soyez en mesure, dans les faits, de pouvoir agir sur l'avenir professionnel de la personne à qui vous demandez cet acte. Parce qu'au moment où vous demandez cet acte, vous savez très bien, et la personne le sait, que cet acte est illégal. Il est manifestement illégal parce que cette personne sait que je ne dois pas le faire. Mais c'est pour ça que la loi, non seulement elle punit l'agent qui a commis l'acte, parce que tout simplement cet acte est manifestement illégal et que l'agent devait pouvoir refuser de le faire, mais également la loi punit celui qui a pu l'amener à faire cela, parce que la loi en fait comprend que l'agent veut préserver quelque chose qui lui est cher, peut-être c'est son poste, peut-être ce sont ses avantages, etc. Mais non seulement la loi, les articles 130 du Code pénal prévoient la possibilité de sanctionner cet agent qui a commis cet acte, mais également son responsable qui a pu l'influencer dans la commission de l'acte en lui brandissant de façon voilée ou en tout cas de façon ouverte la menace ou de l'affecter ou de lui couper un certain nombre d'avantages, etc. Donc c'est pour ça que les articles 130 et 131 du Code pénal d'ailleurs ont mis ces deux infractions dans le même chapitre. Mais je pense que le devoir des chefs de service est de pouvoir, au niveau de chacun de leurs services, ils ont la possibilité, de mon point de vue en tout cas, de pouvoir combattre ces phénomènes. Parce qu'il est souvent aisé d'entendre, ou en tout cas il est fréquent d'entendre certains dire que non, bon, qu'est-ce que je peux, c'est quelqu'un qui a tel soutien, c'est quelqu'un qui a tel machin, ou bien bon, vous savez, en fait, il est souvent
fréquent de voir le responsable du service jeter la pierre à son supérieur ou à une autre structure à qui il attribue cette faute. Moi, je crois que chaque chef de service consciencieux peut, à son niveau, essayer de combattre ces phénomènes. Je vous donne l'exemple de chez nous, de la justice. Vous avez remarqué que on a fait un peu le vide à la devanture de la justice. C'est parce que nous avons souvent reçu des plaintes de certaines personnes qui disent que pour faire tel acte, il faut payer telle chose, pour faire tel acte, il faut payer telle chose. Mais on s'est dit que c'est justement parce que il y a des gens à la devanture qui sont un peu des intermédiaires. C'est des gens qui connaissent un tel, qui sont de tel village avec un tel, donc qui peuvent venir. La personne qui fait l'acte, qui établit le casier du CER, qui est le casier du CER qu'on fait en moins de 2 minutes, la personne qui l'établit ne sait pas les rapports qu'il y a entre celui qui lui amène l'acte et celui à qui est destiné l'acte. Ça peut être des rapports de services rendus, ça peut être des rapports d'argent. Pour un casier du CER, tu payes un terme de 1000 francs et puis c'est fini, mais tu te retrouves finalement avec, parce que tu ne veux pas perdre du temps ou bien tu ne veux pas rentrer dans les circuits pour faire le papier. Tu vas payer peut-être 5 000 francs, souvent certains 10 000 francs. Alors on a fait le vide pour couper en fait le cordon ombilical qui relie en fait celui qui a le destinataire de l'acte et celui qui doit l'établir. On a ouvert des guichets à l'extérieur de l'autre côté pour que quand vous venez, vous avez besoin d'un acte, vous déposez l'acte et on vous dit voilà le jour où vous devez venir récupérer l'acte. Vous n'avez de contact avec personne. Et ça, de façon drastique, réduit, sinon éliminer ces genres de comportements. Vous avez aussi ce que nous avons institué au niveau du parquet, c'est qu'il n'y a aucun membre du parquet, on est à peu près une vingtaine, qui peut donner une convocation à quelqu'un tant qu'il n'a pas une plainte. Parce que ce qui se passe, c'est que la rupture d'égalité vient du fait que quand vous avez un parent qui est... Je vous donne l'exemple de la justice, je ne veux pas aller dans les autres services. Je vous donne l'exemple de chez nous. Mais si vous voulez, je peux aussi parler des services de police, de la gendarmerie, etc. C'est la même chose. Quand vous avez un parent, quand vous venez le voir, vous avez tel problème. Il vous reçoit, il vous dit que non, voilà le problème que j'ai un tel, il m'a pris l'argent. Et puis ça peut être une infraction, il peut être victime, c'est possible. Mais le fait qu'il se tourne vers son parent et qu'il remet une convocation pour qu'on fasse venir son protagoniste, il y a une rupture d'égalité là-bas. Parce que c'est vous qui l'êtes venu voir. Et vous lui avez donné une convocation pour que son protagoniste vienne. Le protagoniste sait qu'il a tort. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le protagoniste qui a vu votre visage ne l'oubliera jamais. Parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un qui aurait pu l'envoyer en prison ou quelqu'un qui pourrait l'enfermer, etc. Il ne va pas vous oublier, que vous soyez policier, procureur ou gendarme ou garde. Il ne va pas vous oublier. Il ne va pas oublier votre visage. Un jour, il vous verra avec ce parent-là ou cet ami à une cérémonie. Il va vous voir ensemble en train de causer. Il va se dire, ah mais voilà, c'est pour ça qu'il m'a fait ça. C'est pour ça qu'il m'a obligé à faire ça. C'est pour ça qu'il m'a obligé à payer. C'est pour ça qu'il m'a fait ceci, c'est pour ça qu'il m'a fait cela. C'est pour ça que, c'est pour toutes ces raisons que nous avons dit, bon, voilà ce qu'il faut faire. Il faut créer, à l'image de la justice, une sorte de machine où tu déposes ta plainte, on l'enregistre, on l'affecte à quelqu'un sans considération, de façon indistincte, on l'affecte vers quelqu'un qui n'a rien à voir avec les partis et qui va prendre une décision en toute liberté.
Donc ça, c'est, pour vous dire un peu, c'est des actes qu'il faut peut-être essayer de voir autour de soi, des actes quotidiens et simples qu'on peut faire pour arriver à éviter ou en tout cas à réduire de façon drastique ces phénomènes de trafic d'influence, ces phénomènes de corruption, etc. Bien sûr, en ce qui concerne les trafics de personnes, c'est que on est obligé de faire recours à l'article 42 du Code pénal qui parle de l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. Lorsque c'est votre supérieur qui vous instruit de faire un acte qui rentre dans le cadre de votre service, vous êtes obligé de l'exécuter. Lorsque c'est la loi qui vous commande de poser tel acte, ou bien les règlements qui vous imposent de poser cet acte, vous êtes obligé de l'exécuter. Mais lorsque votre supérieur vous dit de faire admettre des gens, vous savez qu'ils n'ont pas droit à l'admission, lorsque vous les admettez, alors que les conditions qui sont prévues sont telles que vous ne pouvez pas les faire admettre, vous violez la loi. Vous et votre supérieur, bien sûr. Mais vous d'abord, parce que non seulement, lui, il vous a instruit de faire quelque chose qui est illégal, parce que c'est sa conscience qui lui dit de faire quelque chose qui est illégal, mais vous, non seulement vous violez la loi, vous violez aussi votre conscience, parce que votre conscience vous empêche, vous interdit de faire ça. Et la loi vous l'interdit, mais vous l'exécutez quand même, parce que c'est votre supérieur qui vous a dit, parce qu'il y a quelque chose que vous préservez que vous ne voulez pas perdre. Je vous donne l'exemple d'un... J'étais président de tribunal dans un département et il y avait une de mes unités d'enquête, je ne vais pas vous citer laquelle, qui avait fait une procédure et le responsable avait demandé à l'unité de faire venir la procédure à Niamey. J'ai dit non, je ne peux pas faire venir la procédure à Niamey parce que la procédure doit tomber chez moi. Et il a dit à son agent que si vous ne le faites pas, vous allez voir ce que vous allez voir. Et quand l'agent me l'a rapporté, j'ai écrit. J'ai d'abord fait constater et j'ai écrit, j'ai envoyé parce que je relève du procureur de la République et du procureur général, j'ai écrit pour leur signaler la situation. C'est-à-dire que même au cas où, pour des raisons qui sont propres à l'agent, à son supérieur, il est amené à le muter, à l'affecter, qu'on relie son acte par rapport à cet acte, par rapport à son refus d'exécuter un ordre qui était manifestement illégal. Donc, c'est vous dire qu'il y a ce devoir de désobéissance, comme parlait le ministre, mais qui doit se faire dans le cadre strict de la mission qui est impartie à l'agent public. Lorsqu'il se rend compte que cet ordre est manifestement illégal, il ne fait pas partie de ses attributions, il ne doit pas pouvoir exécuter. Tu ne peux pas faire admettre quelqu'un alors que ton supérieur, s'il sait, puisque lui-même il a la possibilité de faire admettre, mais bon, qu'il le fasse lui-même. Pourquoi faut-il qu'il te fasse exécuter un ordre ou bien un acte illégal que lui, il ne peut pas poser? Alors, maintenant, le troisième point, c'est la réalisation qui constitue le lot de plaintes que nous recevons. C'est la réalisation des droits qui sont reconnus par les justiciables, qui sont reconnus aux justiciables par la justice. C'est vrai, le procureur est chargé de l'exécution des décisions de justice, mais pas toutes les décisions de justice. Le procureur est chargé d'exécuter les décisions de condamnation, les condamnations aux peines d'emprisonnement, les condamnations aux peines d'amende. Mais vous avez un certain nombre de décisions qui font intervenir d'autres structures ou bien d'autres agents. Nous avons énormément de plaintes à ce sujet et qui fragilisent, si vous voulez, parfois la justice. Parce que lorsque vous avez une décision qui arrive au sommet, au niveau de la plus haute juridiction, et qui dit que voilà ce qu'il faut faire, et qu'il n'y a pas d'exécution, ça fragilise la justice. Lorsque
lorsque une décision est rendue et que cette décision est définitive, il faut l'exécuter. Il faut l'exécuter. Il faut peut-être pas comme dit Napoléon, mais un peu comme ça. Napoléon dit que périsse l'État plutôt que périsse un principe. Parce que pour lui, lorsqu'il y a un principe, il faut que ce principe-là survive en toutes circonstances. C'est tellement décourageant de tomber sur des décisions, souvent des décisions qui sont rendues par les plus hautes juridictions et qui ne peuvent pas être exécutées. Pour un certain nombre de raisons, en dehors des condamnations aux peines d'emprisonnement, des condamnations aux peines d'amende, vous avez les condamnations à payer des dommages intérêts. Vous avez des décisions, par exemple, de déguerpissement, où après des procédures croisées, les justiciables arrivent à obtenir une décision définitive qui lui donne droit à un espace. Maintenant qu'il doit pouvoir occuper, il faudrait que, c'est pour ça que je vous ai parlé des cadres légal et institutionnel tout à l'heure. Il faudrait qu'il trouve un cadre légal qui lui permette de pouvoir entrer dans ses droits. Parce que, à quoi bon d'avoir fait 10 années de procédure si, en fin de compte, vous n'arrivez pas à faire sortir le monsieur qui est dans votre maison? On vous a dit sur toute la ligne que cette maison vous appartient, ou cet endroit vous appartient. Après 10 ans, certains ont 15 ans de procédure, et qui n'arrivent pas à réaliser leurs droits. Nous nous trouvons dans une situation où non seulement le service public n'a pas bien fonctionné, mais nous nous trouvons également dans une situation de fragilisation